Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des multi-boutiques et des boulangeries qui se montent en réseau avec 3, 4, 5, 6, 10, 15 boulangeries. Pour cela, on va être accompagné de Charles Dubouchet, directeur général Bonjour. d'Engel, et qui intervient pour une entreprise qui s'appelle AFC, Alliance Fournil Concept. Alliance Fournil Concept, c'est 5 entreprises françaises expertes dans leur domaine qui sont alliées pour proposer une solution globale aux boulangers. On a Méran Mécapat, fabricant et spécialiste de français de la mécanisation de la pâte. Engel, concepteur français d'équipements premium de surgélation, conservation et fermentation contrôlée. MAP, concepteur français de fours de boulangerie. Mahé, fabricant de moules et pièces en silicone pour les professionnels. Et Hubert Cloy, fabricant français de pasto-cuiseurs, pasteurisateurs à glace et refroidisseurs, turbines à glace et combi-glace. On est heureux d'accueillir Charles. Charles, il a 52 ans, il est marié, il a 2 enfants. Il vient du nord-ouest de Lyon, aux portes du Beaujolais. Ça fait 27 ans d'expérience et dont 17 ans dans les fonctions de direction. Il est intervenu pour des grands groupes internationaux, mais aussi et surtout pour des PME et des PMI. Il est tombé dans la boule pâte il y a une petite dizaine d'années, d'abord par l'approche industrielle, ensuite par la grande distribution, et il est arrivé à l'artisanat, sa branche de cœur du coup aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'il a intégré le groupe CSE Group Engel. Il est donc directeur général. CSE Group Engel, comme je le disais avant, c'est un pionnier français dans l'intégration de solutions de froid, de la gestion des environnements contrôlés dans les acteurs de la filière food service et à l'agroalimentaire. C'est une marque qui est hyper connue et hyper renommée dans le froid aujourd'hui en France et 100% française. Donc Charles, tu viens nous parler des fonds multiboutiques. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aujourd'hui un changement, je pense, assez de fait sur le marché où on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui changent, aussi bien suite, j'allais dire, aux périodes comme le Covid, qui a un peu bouleversé l'activité. Les habitudes de consommation et puis aussi tout ce qui peut être j'allais dire, la dimension au niveau des achats, des coûts des matières premières. Donc, c'est vrai que tous ces éléments ont un petit peu bouleversé le marché et on a vu certaines émergences, certains éléments qui ont pu pousser notamment sur la partie multifonds, multi-boutique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gains de productivité, de rentabilité qui sont cherchés sur ce type de fonds sur ces multi-boutiques-là. Donc, voilà. Quelles sont pour toi, Euh, quelles sont pour oui, toi, je t'en Charles, prie. les attentes du secteur de la boulangerie-pâtisserie aujourd'hui? Écoute, aujourd'hui, je pense que il y a pour moi trois aspects, j'allais dire, où aujourd'hui, sur la partie secteur d'activité, il y a des attentes qui sont notamment la notion de proximité. Je pense que de plus en plus, la notion de proximité est importante, que ce soit au niveau géographique, pour être proche des consommateurs, mais aussi au niveau de la personnalisation des produits, où je pense que ça peut être des leviers de développement, notamment dans le monde artisanal. Mais je pense que ça s'adresse aussi aux multifonds. Donc, on est sur de la personnalisation de produits, ce qu'on pourrait appeler éventuellement du service sur mesure. Ensuite, il y a une notion de qualité. Je pense que le marché, il peut sortir par le haut. On se rend compte qu'aujourd'hui, en effet, soit on est sur des produits plutôt assez basiques, soit on est sur des produits plutôt de qualité. Et je pense que c'est un des leviers de croissance et de développement que l'on pourrait, le marché sur lequel le marché est porteur, donc sur la notion de qualité. Et là-dessus, que ce soit le matériel utilisé par les boulangers est important. Donc, il faut pouvoir accompagner les clients dans ce développement.
notamment en termes de préparation de produits préfinis pour accélérer un petit peu, j'allais dire, ou en tous les cas pour être plus réactif au niveau de la vente. Et puis aussi, et donc qui en découle une optimisation de la production. Je pense qu'il y a des véritables enjeux pour nos partenaires et pour les boulangers sur cette partie-là, que ce soit sur les aspects financiers, hein, pour gagner en rentabilité, mais aussi au niveau des équipes. On en parlera peut-être plus tard, mais il y a une véritable difficulté de recrutement, difficulté de trouver des collaborateurs de qualité avec des compétences, et parfois aussi en termes de dimension et j'allais dire d'étendue d'heures de travail n'est pas forcément toujours évident. C'est pas toujours facile de pouvoir concilier les besoins et les nécessités d'une production et d'un atelier, d'un laboratoire, avec les exigences des collaborateurs qui ont un style de vie qui change de plus en plus, qui peuvent parfois mettre leur vie personnelle, ce qui peut tout à fait s'entendre, hein, et est légitime, en priorité. Donc il faut que l'entrepreneur puisse conjuguer ces deux aspects-là, et le fait que il ait des outils qui soient à sa disposition pour faciliter et pour être beaucoup plus souple dans l'organisation de travail est un point important. Et donc aussi, ce qui va permettre derrière, une fois que ces compétences, ces sachants, ces gens d'expertise sont recrutés, de pouvoir les garder. Parce qu'il y a il y a un autre enjeu au niveau des ressources humaines, c'est une évidence, je pense, c'est de pouvoir garder ces compétences et donc de faire de telle sorte que les gens puissent aussi bien s'épanouir dans leur vie professionnelle que dans leur vie personnelle. Et donc le challenge, à mon sens, au niveau des entrepreneurs, au niveau des boulangers, que ce soit des multifonds, mais c'est aussi vrai dans la grande distribution, que ce soit vrai dans les industriels ou les semi-industriels, il y a un véritable enjeu d'organisation, de travail pour leur permettre de répondre à ces attentes-là. Alors ensuite, ça passe par quoi? Bah, ça peut passer par, alors, pardon, tout ça aussi lié avec des contraintes qui sont des contraintes légales, hein, notamment en termes de décret, pour garder, je pense aussi c'est important, cette dimension de boulanger, de boulangerie, et donc d'être dans le respect de la réglementation, notamment en termes de production. Donc il faut essayer de trouver un système d'organisation qui va permettre d'allier tous ces éléments-là, euh, acheter mieux, notamment les matières premières, produire sur le lieu de vente pour permettre d'avoir une appellation notamment entre boulangeries, mais aussi optimiser son temps de travail, optimiser son cycle de production. Et ça peut passer par des labos éventuellement décentralisés ou ce genre de solutions. On C'est sait il y a c'est différents exactement, modèles qui ouais. existent. C'est exactement ça. Donc aujourd'hui, en France, on a le décret PAN de 1993 qui nous oblige à produire, donc pétrir, façonner, cuire le pain sur place dans les boulangeries. Mais avec Charles, on voyage un peu en Europe et on sait qu'il y a d'autres modèles d'organisation qui existent, tout aussi qualitatifs, et dont on peut expliquer un peu là, les options possibles. Je vais en profiter pour rajouter juste un détail sur cette fabrication sur place. Pour pouvoir avoir le mot boulangerie, c'est bien 100% de la fabrication sur place, enfin la fabrication du pain sur place. Une décentralisation avec un pain spécial fait et livré dans d'autres boutiques peut faire perdre cette notion de boulangerie et du mot boulanger. Et en ce moment, j'ai quelques contrôles en cours sur ce sujet qui remontent. Donc attention quand même à ce niveau-là. Tout à fait d'accord. Tout à fait en phase après. C'est vrai que alors, je pense qu'il y a aussi des modèles qui peuvent être des modèles mixtes, qui vont, comme vous le dites, en effet, de pouvoir conjuguer et une production en local, qui donc permettra de conserver cette appellation, tout en déportant peut-être par moment dans des labos décentralisés, soit des préparations de produits semi-finis, soit des produits comme de la viennoiserie, par exemple, comme de la pâtisserie. On sait que par moment, sur des petites séries, par exemple, un boulanger artisan, bah, quand il va faire un peu
quand il va faire une production artisanale. En petite série, elle n'aura peut-être pas forcément cette régularité, elle n'aura peut-être pas forcément cette qualité de production parce que il ne la fait pas de façon régulière, il la fait de façon ponctuelle. Et en fin de compte, notamment pour les multifonds, à un moment donné, la réflexion, ça pourrait être de se dire, ce type de petite série, je vais les regrouper dans un endroit particulier, où là, une petite série, je vais en faire une série plus grande, et donc derrière, je vais avoir retrouvé, j'allais dire, cette qualité et de fabrication et de régularité. Le joli, il ne faut pas se tromper, je pense que le joli, ça fait vendre, c'est vrai. C'est comme ça, c'est plus appétissant d'acheter une belle tarte aux fraises qu'une tarte aux fraises un petit peu moins jolie. Donc peut-être qu'il y a pour demain des modèles un peu mixtes qui permettent de compiler et d'associer ces différents critères, ces différents aspects-là. Charles, je vais prendre volontairement le point de vue du consommateur. Je suis dans une grande ville, je vais acheter ma baguette à pied. Je suis en région, Oui. peut-être que je vais prendre ma voiture pour aller acheter non pas une baguette, mais à l'autre 3 baguettes parce qu'on va m'en offrir une ou deux. Il y a de l'autre côté des multifonds. Tu me conseillerais de faire quoi pour acheter du bon pain? Euh, déjà d'en essayer plusieurs, et puis une fois que tu as trouvé, de pouvoir aller chez le même peut-être, tout en essayant de regarder à côté. Non, la réponse c'est, je sais pas s'il y a vraiment une seule et unique réponse. Je pense que tous les modèles entre guillemets sont viables. Je pense pas qu'il y en ait un qui soit meilleur que d'autres. Par contre, il y a des créneaux qui peuvent être occupés par certains modèles. Où je pense qu'en effet, comme tu le disais, ces multifonds qui peuvent parfois être en périphérique répondent à une véritable et une réelle demande du consommateur, qui est consommation rapide, je ne veux pas perdre de temps à me garer, etc. Donc il y a une véritable demande du consommateur. Alors, c'est des portes ouvertes que j'enfonce là, hein. C'est une réalité, je l'entends bien, mais c'est vrai que ça y répond. Après, c'est pas pour autant que le consommateur, en effet, est prêt à acheter du mauvais pain. Donc, ces multifonds peuvent se positionner. Je pense qu'ils sont aussi, j'allais dire, ont rendu compte que il y a aussi autre chose que le pain et ils sont aussi développés sur les autres produits. Donc, après, pareil aussi la GMS, où à un moment donné, alors, chez Angel, on est très présent sur la GMS. Dans d'autres vies professionnelles, j'ai été beaucoup plus présent dans la grande distribution, qui était quasiment mon cœur de métier. Et là aussi, ils sont montés énormément en compétences. Moi, en assez peu de temps, j'ai quand même vu un véritable changement dans la perception de la grande distribution sur la boulangerie. Ils investissent d'ailleurs toujours énormément. Et ils sont de plus en plus au fait sur la partie production, fabrication, j'allais quasiment dire artisanale, où ils sont inspirés des pousse-lampes, par exemple, où c'était pas forcément, avant la grande distribution, considérait le pain comme, on va dire, un produit chewing-gum, pour reprendre leur expression, où les gens prenaient et puis, sans forcément regarder la qualité. De plus en plus aujourd'hui, même la GMS se positionne sur des produits de qualité. Donc je pense que, en effet, il y a de la place pour tous les modèles. À mon sens, en tous les cas, le point de salut, sans forcément vraiment cibler la qualité des produits. Je pense que c'est comme ça qu'on reviendra, qu'on fera revenir le consommateur. Hein, on dit toujours que, comment dit-on, on l'attrape par le regard et puis on le fait revenir par le goût. Moi, j'en suis convaincu. Je pense qu'en effet, les produits doivent être jolis parce que faire joli maintenant, c'est important. Mais il faut qu'ils soient bons pour pas qu'il y ait comme on dit, ce parcours de client qui soit déceptif et qui ne revienne pas. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai tendance à dire, voilà, il faut faire du joli produit, attraper le client en ayant des bons positionnements géographiques, en ayant des bons produits, puis avoir des produits de qualité pour faire revenir le client. À ton avis, pour un boulanger qui a une ou deux affaires et qui veut monter sur 5, 6, 10 boulangeries, quelle est la première étape, quelle est la première chose à réfléchir? Et c'est pas évident comme question. Moi, j'ai tendance à dire,
Je pense d'abord qu'il y a un aspect financier qui est indéniable. Est-ce que j'ai les moyens, les capacités de développer un nouveau site? Ça, c'est le premier aspect. Donc, il y a un aspect financier, notamment avec les banques. On sait que les banques sont de plus en plus frileuses. Donc, pour pouvoir, j'allais dire, être attractif vis-à-vis des banquiers, il y a certainement aussi d'abord et avant tout un positionnement clair, à mon sens, qu'il faut peut-être avoir sur quel positionnement j'ai de ma boutique, quel positionnement j'ai de mes produits, de ma fabrication, voilà, quelle image, quel positionnement j'ai. Et puis, vers où je veux aller? Est-ce que la diversification, en tous les cas en termes de sites et de multifonds, ça répond à quelle exigence? Est-ce que c'est une exigence de rentabilité, de chiffre d'affaires, de nouveaux marchés? Euh, il y a cet aspect-là. Et puis ensuite, moi, je pense que ça passe aussi certainement par une réflexion un peu plus globale de l'offre. En tous les cas, quand je parle de l'offre, c'est sur la partie production. C'est comment je vais m'organiser au niveau de la production pour essayer d'être le plus le mieux organisé, le plus rentable, le plus optimal possible. Donc voilà peut-être les points sur lesquels il faut être éventuellement vigilant, j'ai tendance à dire. Je suis assez d'accord avec toi et je pense que, enfin, comme tu l'as dit, la conceptualisation de la boulangerie au départ est très importante. Conceptualiser l'offre produit face consommateur, conceptualiser le magasin et la pertinence pour le consommateur et la production. Et ensuite, au niveau bancaire, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des boulangeries, notamment des boulangeries parisiennes ou en province, qui arrivent à faire des grosses levées de fonds justement pour après déployer plusieurs boutiques. Et je pense que c'est plutôt bienvenu parce que, comme tu l'as dit, pour déployer en boutique, il faut les reins solides. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Emmanuel. Oui, tout à fait. Effectivement, je vois que tu es de la région lyonnaise ou pas loin, et j'ai en tête, je ne vais pas donner de nom, mais quelqu'un qui est meilleur ouvrier de France, qui avait des boulangeries et qui a créé un labo central. Je te vois sourire, donc je pense que tu dois savoir de qui je parle. Et c'est vrai que le modèle fonctionne et il a toujours sa clientèle. C'est plus forcément marqué boulangerie, mais c'est marqué le nom de la maison. Et ils ont quand même gardé leur ADN tout en ayant ce labo central, en ayant plusieurs boutiques plutôt variées, certains des corners, certains des boutiques à part entière. Donc c'est vrai que c'est un modèle qui pose pas mal de questions et c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur ce sujet-là. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'aujourd'hui, le mot boulangerie n'a plus l'impact qu'il pouvait avoir il y a quelques temps en arrière. Les clients viennent, que ce soit marqué boulangerie ou pas, si c'est bon. Charles l'a très bien dit, hein, le goût. Dans toutes les études démontrent qu'en boulangerie, le client vient avant tout pour le goût. Donc ça, c'est un élément extrêmement important à garder. Puis je vous ai tout de suite vu dériver sur le matériel. La première phase... ouais, ça doit être lié au métier. Mais la première phase, je pense que quand on veut ouvrir une boulangerie, c'est d'abord de se dire, est-ce que j'en suis capable d'ouvrir plusieurs boulangeries et de manager des équipes? Et est-ce que je vais avoir les équipes? Parce que si vous avez le super matériel et personne derrière, ça va être un petit peu compliqué. Mais le fil rouge que je peux voir au quotidien de ces artisans qui se développent sur 2, 3, 4, 5 boulangeries est avant tout une capacité à se dire je suis capable de piloter, de manager l'ensemble des équipes à ce niveau-là, et est-ce que je suis en mesure de pouvoir le faire avant ce choix de matériel, selon moi. Non, je te rejoins complètement. C'est vrai que c'est une véritable préoccupation. Alors, tu as raison, c'est un défaut professionnel de le lier immédiatement au matériel, mais au-delà de cet aspect-là, je pense qu'en revanche, le matériel peut apporter des véritables aides, des véritables réponses à des problématiques. Je prends un exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans la gestion du personnel, on se rend compte que travailler le samedi et le dimanche dans ces secteurs d'activité qui pouvaient paraître quelque chose de logique, d'imparable avant,
est de plus en plus remis en question, que c'est une véritable problématique de trouver du personnel qui maintenant est de plus en plus facilement d'accord pour travailler sur ces périodes-là, ce qui nécessite par moment de fermer certains jours. Et le matériel peut répondre à ces problématiques-là, notamment pour permettre d'être beaucoup plus opérationnel dès le matin, notamment avec de les pouces 72 heures, par exemple, qui permet de dire je ferme OK 2 jours, mais il y a un moment donné, quand je vais arriver le mardi, eh bien, je sais que mes produits seront prêts à être enfournés et que je serai beaucoup plus rapidement opérationnel, au même titre que du matériel qui va permettre de préserver longtemps la qualité de travail et donc d'avoir derrière des produits semi-finis qui vont devoir pouvoir répondre immédiatement à une demande de surcroît de vente à un moment donné, un matin, parce qu'il y a un dimanche d'un coup une vente, des ventes qui se font de plus en plus vite. Et donc pour éviter de la rupture de produits, eh bien avoir des produits qui puissent être rapidement retransformés ou en tous les cas facilement finis avec un glaçage vite, hop, et puis je le mets en rayon. Ça peut aussi permettre de répondre à ce type de problématique. C'est pour ça que tu as raison, le matériel n'est pas une fin en soi, ça ne fait pas de doute. Par contre, c'est un aide. On le voit par exemple dans les semis industriels qui aujourd'hui, je pense aussi, prennent une place non négligeable auprès d'acteurs publics ou de cuisine centrale, pour prendre cet exemple, où avant, ce sont des gens qui pouvaient se fournir chez des artisans, voire peut-être des chaînés à un moment donné, ou des multifonds, de 3 ou 4 multifonds, des centres pénitentiaires, ce genre d'acteurs. Et en fin de compte, le fait qu'il y ait une pénurie de ressources qui soient obligés de fermer, eh bien, ces acteurs-là sont obligés de se retourner vers d'autres fabricants de pain. Et c'est là où les semi-industriels, où les industriels peuvent répondre à ces attentes-là, parce qu'ils sont sur une fabrication centralisée, sur un laboratoire, et peuvent donc plus facilement, avec des équipes un peu plus restreintes, répondre à des quantités de fabrication. Et là, c'est pareil, c'est pas le matériel en soi, je l'entends, c'est juste une question d'organisation de production qui peut être intéressant. Au même titre qu'on voit que, tu disais, en effet, maintenant, boulangerie, ça fait plus vendre. Faut pas que ça fait plus vendre, c'est vrai que des exemples, tu l'as cité en pas dit que ça faisait pas vendre. des gens qui... Ouais, tout à fait, je reprends ce que je dis parce que tu as raison. Mais avant, c'était une condition sine qua non et obligatoire, ça n'est plus maintenant, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, par moment, on peut rentrer dans des boutiques, on se demande si on est dans une boulangerie. Et on trouve moi ce que j'appelle des produits de voyage, des produits qu'avant des boulangeries ne proposaient plus. On va aller jusqu'à la limite du traiteur. Donc je pense que il y a vraiment un changement de paradigme, comme on dit, un changement le marché s'ouvre beaucoup plus parce que à un moment donné, il y a eu des éléments qui sont arrivés. On parle du Covid, mais aussi des explosions de coûts matières qui fait qu'à un moment donné, ça c'est la force des entrepreneurs. Quand ils sont face à des problématiques, ils sont souples et ils trouvent des solutions, ils sont ingénieux et ils ont réussi à trouver des solutions de repli alternatives, des nouveaux marchés pour maintenir leur activité. Et je pense que là où il faut peut-être être vigilant, c'est qu'il y a un moment donné un achat d'impulsion. J'avais un collaborateur avec qui j'échangeais qui me disait c'est sûr, quand tu achètes un palmier, t'achètes un palmier. T'achètes un palmier. C'est bon le palmier, mais tu achètes un palmier. Par contre, une tarte aux fraises, c'est peut-être pas forcément c'est pas le même tonneau, comme on dit. C'est quand même, on va y prêter un peu plus attention. Donc, il y a peut-être aussi ce soin à apporter en fonction des produits que le va vendre, et en se disant, voilà, je vais peut-être un petit peu organiser ma production pour, en fonction du lieu où il est, de la cible de clientèle qu'il peut avoir, etc., essayer d'y répondre au mieux. Et pour aller sur le matériel, je pense qu'il faut quand même remettre un peu l'église au milieu du village. La boulangerie de 1930, c'était le boulanger qui commence à 21h le soir.
C'était Ouais, pas de complètement. salariés parce que de toute façon, c'était compliqué. Et c'était une boulangerie qui était en direct, où le pain était cuit à 8 heures le matin. Et je pense que le matériel, il a quand même aidé à moderniser la boulangerie énormément. On a des pétrins. Le pétrin, c'est du matériel. Ensuite, on a les chambres de fermentation qui ont permis de décaler les heures d'embauche. On a les façonneuses qui ont quand même, et les diviseuses qui ont permis grandement de mettre beaucoup d'ergonomie dans le travail. Et puis des fours qui sont programmables. Et donc, je pense que le matériel, c'est un élément central de la boulangerie, aujourd'hui, moderne, qu'on ne peut pas lutter. Et quand on voit l'évolution de la boulangerie en l'espace de 60 ans ou les 50 dernières années, on ne peut pas imaginer que ce soit une fin en soi. Et du coup, forcément, la boulangerie dans 20, 30 ou 40 ans sera encore différente d'aujourd'hui au niveau matériel et il faut absolument accompagner ces changements. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charles. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, en sachant que cela se rajoute aussi des problématiques de place. Nous avons nous, une filiale sur Paris, on voit bien, on a des véritables, mais c'est à rentrer au chausse-pied, c'est un véritable casse-tête chinois pour installer du matériel dans des laboratoires qui sont extrêmement exigus, ce qui veut donc dire qu'il y a une véritable réflexion de recherche et de développement pour que le matériel, bien évidemment, délivre le résultat qu'on lui demande dans une dimension restreinte. À cela se rajoute le coût de l'énergie, on le voit, même si ça s'est peut-être un peu calmé ces temps-ci, mais on n'est pas à l'abri que ça redémarre. Donc, avec du matériel qui soit aussi moins énergivore, avec ce qu'on appelle moins de ponte thermique, et donc qui maintiennent bien la température sur le temps le plus long possible. Donc, je rejoins Thierry. Oui, évidemment, le matériel, c'est pas une fin en soi. Par contre, c'est un élément, en effet, central et important dans l'accompagnement du boulanger pour lui permettre d'optimiser au mieux sa production. Charles, je crois qu'il y a Lio à côté de moi qui a une question très racoleuse qu'il voulait te poser. Alors, oui. J'en ai une effectivement, mais avant, je voulais avoir ton idée sur aujourd'hui sur les 35 000 artisans boulangers que l'on a en France, ou pas loin. Il y a une étude qui est sortie hier ou avant-hier annonçant qu'il y avait 109% de fermetures supplémentaires. Donc la fin du quoi qu'il en coûte, on va peut-être commencer à le sentir un peu là. Bref, toujours est-il que sur les 34 000 boulangeries qu'on a en France, quelle est la part de multi-boutiques? Tu as une idée de ça et de projets de multi-boutiques? Est-ce qu'il y a vraiment, comme a pu l'annoncer une étude justement des compagnons du devoir sur le fait que d'ici 2035, le multi-boutique serait la norme, entre guillemets, à quelque chose près? Est-ce que tu le ressens dans les projets que tu as aujourd'hui? J'ai malheureusement pas de boule de cristal parce que sinon j'en joue à l'auto, non, je pense que les entrées mises à part, je pense que en effet, à mon sens, il y a de tels enjeux économiques, notamment en termes de coûts matières, mais aussi de coûts matériels, que derrière, en effet, je pense que le regroupement des activités permettra de mieux acheter. Donc, le multiformat, pour moi, est certainement l'un des points, l'un des axes de développement. Moi, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. C'est aussi la raison pour laquelle, entre autres, dans le groupe, nous avons différentes filiales, dont une qui est spécialisée dans l'agencement de cloisons isothermes, donc justement pour accompagner la mise en place de labos, donc soit centraux, soit de labos dans la restauration rapide ou dans les laboratoires de boulangerie. Mais on en est convaincu. Aujourd'hui, le groupe propose des solutions globales. C'est aussi la vocation d'Alliance Fournil Concept, comme le disait Thierry, qui est de pouvoir proposer des solutions globales, justement parce que je pense que à un moment donné, un boulanger, quand il va vouloir se développer, il va toucher les consommateurs qui sont proches de chez lui,
et à un moment donné, il va se développer, bah, il n'aura pas d'autre solution que d'aller créer un autre site. Et là, il va devoir, comme je le disais tout à l'heure, avoir un peu un esprit, avoir le même esprit pour déporter ce qui a fonctionné à un endroit, certainement à un autre. J'ai un exemple pas plus proche d'où j'habite, qui est un client qui utilise des chambres Angel. Il a développé, c'est une reconversion professionnelle. Il s'est lancé dans le pain bio, un pain super bon, il m'arrive d'aller acheter le pain chez lui et il a décidé d'ouvrir une nouvelle boutique. Et je sais qu'il va en avoir d'autres au fur et à mesure. Je pense qu'il le fait par opportunité. En tout état de cause, il l'a fait d'abord sur une boutique où il a mis en place un petit peu, voilà, je ne sais pas si la stratégie est le bon terme, mais en tous les cas, il a monté une boutique avec un esprit, avec une manière de faire le pain, avec une manière de le présenter. Et puis, il est en train de le dupliquer sur d'autres sites. Donc, je pense que pour moi, en effet, pour répondre à ta question, le multifond est certainement l'avenir de demain. En tous les cas, c'est ce qui permettra à un moment donné de passer certains caps difficiles pour les comatières, comme je le disais, puis aussi pour trouver des relais de croissance, des nouveaux marchés. Et il y aura donc derrière le nerf de la guerre et le financier pour permettre aussi derrière de maintenir l'activité à flot. Et en effet, quand tu dis que les fermetures sont de plus en plus présentes, je pense que si on regarde dans les détails des chiffres, ça sera certainement des fermetures de monocytes ou peut-être à un moment donné de boulangers qui n'avaient pas soit les capacités financières de maintenir, soit des capacités d'achat assez importantes qui fait qu'ils ont pris de plein fouet les augmentations. Ouais, tout à fait. On va venir à la question racoleuse, entre guillemets, parce que là, on a compris tout l'intérêt du multisite et puis de l'opérationnalité par le matériel. Mais comment est-ce possible aujourd'hui de recruter des boulangers pâtissiers qualifiés et motivés alors que plus personne ne veut bosser, on dirait? Oui, alors d'abord, je pense que c'est une problématique qui est liée à toutes les entreprises. Je pense que c'est pas lié qu'à la boulangerie, c'est lié à tous les secteurs d'activité. Nous, dans le groupe, on subit cette problématique, en effet, de trouver des ressources, de trouver des gens, de les faire venir, d'être attractifs, comme on dit. Donc, je pense que c'est une problématique qui est liée déjà à tous les secteurs d'activité. En revanche, je pense que nous, ce qui est important, par exemple, chez Angel, on fabrique tout en France, comme le disait Thierry. On a vraiment une fabrication française. On intègre beaucoup de choses dans notre fabrication. Moi, ma priorité au niveau des achats aussi, entre autres, c'est d'acheter même régional. Hein, ça fait partie des premiers critères d'achat de nos fournisseurs. C'est français, d'abord et avant tout aussi proche de chez nous, en régionalité. Pour justement faire travailler le tissu local. Pour nous, c'est extrêmement important et c'est une culture qui existe depuis la création de chez Angel et qui a bien évidemment avant mon arrivée. Et c'est quelque chose qui a été insufflé par Denis Bigot, notre président, et qu'on continue toujours. Et je pense que justement, la boulangerie a ces lettres de noblesse-là. Le pain, c'est quelque chose qui est lié à nos régions, à notre territoire. Et je pense qu'il faut l'utiliser. Alors, c'est certainement des belles paroles, mais je pense que c'est ça qui va pouvoir attirer les gens du produit bien fait, joli, de l'amour du pain. C'est vrai, de manger du pain le matin, il faut quand même reconnaître que c'est ce qu'il y a de plus plaisant. Hein. Personnellement, je préfère manger une bonne baguette à la confiture qu'une saucisse, mais ça n'engage que moi. Je pense qu'il faut travailler sur ces valeurs-là pour être plus attractif, pour attirer les jeunes. Et derrière, je pense que voilà, il faut aussi revenir à la raison après ces belles paroles. Mais les mentalités des gens changent, les nouvelles générations arrivent avec des nouvelles inspirations. Je pense qu'il faut les entendre, il faut les prendre en compte. Il
faut pas le balayer d'un revers de main en disant non, mais de toute façon, peu importe, nous avant on faisait ça et on était comme ça, comme disait Thierry. Nous avant, quand j'étais boulanger, moi quand j'étais apprenti, on n'avait pas tant de questions existentielles. Oui, on peut avoir cette approche-là, mais je pense que c'est se couper à un moment donné de ressources et on peut pas. Donc, il faut essayer de conjuguer l'adaptabilité, essayer de répondre aux exigences des clients, aux exigences de l'entrepreneur et puis aux demandes des salariés et en étant le plus souple possible et en s'adaptant le mieux possible. Est-ce que tu penses que Après, d'avoir un labo central et donc d'optimiser tes équipes de production, qui est une des solutions que vous proposez, mais qu'on voit apparaître, qu'on avait déjà à l'étranger, je ne parle pas que de l'Allemagne notamment, mais dans d'autres pays, où ils n'ont pas ce contexte du titre boulangerie et tout ce qu'il y a de je cuis, je pétris sur place, qui est aussi une défense de l'artisan très intéressante. Mais est-ce que tu as des clients qui te disent depuis que j'ai 4-5 boutiques, je suis passé sur un labo central, j'ai des équipes qui sont plus sereines, je trouve plus facilement du personnel, en tout cas j'en ai moins à chercher sur un site qu'un aliment de 5 plutôt que 5 boulangers. Est-ce que tu as des retours de ce côté-là? Est-ce que ça a un impact justement sur les recrutements et la fidélisation des personnels ou pas du tout? alors oui, tout à fait. En effet, en fin de compte, les impacts qu'on peut aussi identifier par moment, c'est de se dire quand on a un labo, on va pouvoir derrière recruter des gens euh, entre guillemets peut-être encore un peu plus compétents, encore un peu plus experts dans leur métier, parce que bien évidemment en termes de coûts, je vais avoir tout de centralisé sur un seul et unique site, ce qui va permettre sur les sites de vente, sur les points de vente, d'être peut-être sur des équipes qui sont un petit peu moins expertes en boulangerie, mais dont le métier sera un peu différent. Donc ça va permettre d'être un peu plus souple dans le profil de recrutement que les gens vont avoir, notamment au niveau des points de vente. Ça va permettre de mieux répondre un peu aux demandes de souplesse, d'organisation de travail des équipes. Et puis par moment, parce que je pense qu'il faut pas faire l'autruche, hein, il y a du turnover, il faut aussi le prendre en compte. Et derrière, ça sera peut-être plus facile dans la gestion du turnover, parce qu'à un moment donné, pouvoir se retourner parce qu'un collaborateur pardon, c'est vrai que si on a un profil un petit peu moins expert, ça sera peut-être un peu plus facile de trouver ce type de profil-là que d'avoir des profils experts sur plein de points de vente. Donc oui, en termes d'organisation de travail, il y a un véritable impact. Il y a un véritable impact. Alors après, bien évidemment, hein, tout n'est pas rose parce que sinon tout le monde aurait pris ce modèle-là et tout le monde le ferait. On a en revanche les inconvénients de ces avantages, et que en ayant une centralisation, je le répète, j'en prends vos portes ouvertes, mais en ayant une centralisation de la fabrication, derrière il y a des approches qui, en termes de logistique, qui sont plus compliquées, qui seront un peu plus sioux, comme on dit, à mettre en place. Ça va générer d'autres problèmes. C'est un fait. Ça va en solutionner certains, mais en créer d'autres. En revanche, je pense que en tout état de cause à date, ça résoudra certainement les problèmes les plus criants, c'est clair, en termes de ressources, d'organisation. Je vais en Je sais pas ce profiter. que tu en penses, Thierry. Je vais faire ma petite minute juridique parce qu'on a quand même des gens qui nous écoutent et qui se posent des questions sur ce type d'organisation. Et dans les structures d'entreprise, c'est vrai que d'avoir un lieu central pour créer pour plusieurs magasins, c'est un gros avantage. C'est qu'en fait, vous pouvez, si ce lieu central est une entreprise à part entière, vous pouvez mettre vos équipes dessus sans aucun problème. Dès lors que vous avez ne serait-ce que 2 ou 3 boutiques, il y a un élément sur lequel il faut faire attention, c'est si vous faites des boutiques supplémentaires qui sont des entreprises indépendantes les unes des autres ou si ce sont des entreprises secondaires. Vous noterez qu'en cas d'entreprise secondaire, vous n'aurez aucune problématique à demander à un boulanger dans le magasin A d'aller dans le magasin B pour donner un coup de main.
ce que vous ne pourrez pas faire lorsque vous avez deux entités différentes, à moins de leur faire deux contrats différents, un 18h d'un côté, un 17h de l'autre, ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre recherche de recrutement, de ressources humaines, les difficultés que l'on a, ce centre de production amène quand même cette souplesse qui n'est pas inintéressante en termes de gains. C'est vrai que la mise à disposition de personnel est relativement contrôlée. Il faut être très vigilant contractuellement, même envoyer quelqu'un dans une autre boutique, il doit avoir un contrat, etc. Après, il y a des outils, sans donner de nom, mais qui, sur le plan RH, gestion de planning, automatisent tout ça et mettent à jour le livret du personnel automatiquement. Donc, il y a des outils pour les structures d'une certaine taille qui, administrativement, les aident énormément par rapport à ça et apportent de la transparence pour le personnel, justement, sur ces aspects-là. Et quand on parle de centralisation de production, bien sûr, on parle des modèles où on centralise la production à 100%, avec un pétrissage jusqu'à la cuisson dans un labo central. Mais il y a aussi des centralisations de production mixtes, où on pétrit la pâte, on fait une préfermentation en labo central, et ensuite une remise en œuvre dans les boulangeries pour avoir du chaud dans les boulangeries, et qu'il y a soit avec des diviseuses formeuses, soit sur du façonné, mais il y a des outils mixtes qui existent aujourd'hui, et Charles peut nous en parler sur la maîtrise du froid qui permet de garder des blocs de pâte longtemps en chambre froide sans aucun problème sur la qualité. Oui, tout à fait. C'est vrai que là-dessus, on a une véritable expertise au niveau de la maîtrise dans ce qu'on appelle l'aérologie, donc la gestion du flux de l'air, pour éviter de venir brûler, de venir cramer le produit, mais aussi dans la gestion de l'hygrométrie, qui va donc permettre vraiment sur la partie fermentation d'être le plus optimal possible, et encore plus vrai, je ne sais pas si c'est bien juste ce que je dis, mais encore très vrai sur la surgélation, où les produits sont encore un peu plus fragiles. Sont encore bien plus fragiles d'ailleurs, et donc c'est vrai que là-dessus il y a une véritable expertise d'un jet depuis plus de 40 ans maintenant sur ces aspects-là. Je voulais revenir sur un point qui était sur la RH et sur les labos, où je suis tout à fait d'accord, où il faut prêter attention en effet au niveau légal. Je pense qu'il y a ces aspects, donc l'aspect légal qu'il faut prendre en compte, tout à fait, avec des outils qui permettent de le gérer au mieux, c'est clair. Je crois qu'aussi, après, c'est une question de transparence et de fonctionnement, notamment avec les collaborateurs, à partir du moment où on leur explique dans quel schéma on se trouve, pourquoi on le fait, pourquoi on fait ce labo, parce que par moment en interne, l'expliquer aux équipes. C'est vrai que les équipes peuvent par moment être un petit peu réservé, je ne vais pas dire craintif, mais en tous les cas réservé, dubitatif quant à la mise en place d'un labo central, en se disant mais quel va être l'impact pour mon job, est-ce que je ne vais pas perdre mon job? Je pense qu'à partir du moment où on l'explique clairement quelle est la raison pour laquelle on le fait, dans quelle optique, dans quelle stratégie, comme on dit, que c'est derrière pour donner plus de pérennité à l'entreprise, pour développer plus l'entreprise. Voilà, j'ai tendance à dire faut faire monter à bord les équipes dans cette mise en œuvre, et les équipes le comprendront, et puis après, en effet, comme on dit, l'intendant suivra. Mais il faut être vigilant sur ces aspects, c'est clair, légaux, c'est tout à fait en phase. J'ai d'ailleurs jamais entendu un patron vouloir monter un centre de production pour économiser sur son personnel. Hein. Ça n'a jamais été, jusqu'à présent, j'ai jamais entendu ça. C'est pas du tout le critère. Le critère, c'est pas du tout ça. L'idée étant vraiment de centraliser, parce que c'est quand même plus simple, et puis de simplifier la tâche à l'ensemble des équipes qui, de toute façon, le voient au quotidien. Il manque du monde dans les fournils. Et si c'est une façon de simplifier le travail de tout le monde, on y va, quoi. Et puis derrière, de permettre parce qu'il faut pas, faut pas oublier une chose, mais il y a le consommateur, le client, c'est quand même lui qui est au centre du système, c'est pouvoir le servir en temps et en heure, ne pas être en rupture de produit, ne pas être dans l'obligation de fermer des jours. C'est vrai qu'on se rend compte, il y a des demi-journées qui sont fermées, des jours qui sont fermés.
ça a un impact sur la satisfaction du client. Donc, je pense que l'expliquer en disant, voilà, on va aller dans telle orientation parce qu'on va pouvoir mieux servir le client et on pourra mieux satisfaire tout le monde, bah, parfait, quoi. Tout le monde est gagnant, comme on dit. Alors justement, en termes de satisfaction client, est-ce qu'un client peut faire la différence entre un pain spécial qui a été cuit sur place ou dans un labo central? Je crois savoir que dans certains pays, comme en Allemagne ou en Espagne, ils font des choix un peu différents. Le consommateur, il achète son produit. J'imagine s'il le mange tout de suite, c'est parfait dans tous les cas. Mais 24 heures après, est-ce que le produit a la même tenue? Écoute, nous avons un partenaire dont je tairai le nom, mais qui est en région lyonnaise, qui est un semi-industriel qui fait un pain et d'une qualité exceptionnelle. Alors, c'est peut-être parce qu'il utilise des chambres Angel. Non, faut peut-être l'avouer. Mais son pain est exceptionnel. Alors, mais par contre, je pense que c'est un semi-industriel vraiment avec. En fin de compte, c'est un artisan et puis il a développé, il fabrique de plus en plus, il livre des cuisines centrales, etc. Il fait c'est un type qui a investi comme il n'y a pas. Et le pauvre, il doit dormir 2 heures par jour. Il est extrêmement investi, mais il a une vision claire de son activité. Je sais qu'il fait extrêmement attention à la farine, avec des farinages vus, etc. Euh, il- Honnêtement, on ne voit pas la différence. Enfin, on la voit pas. Je pense que ce soit fait dans un gros laboratoire ou dans un petit laboratoire d'artisans, le tout, c'est le coup de patte. Et puis derrière, le matériel, c'est vrai qu'on y revient quand même un peu, c'est quand même toujours un peu central, mais à partir du moment où voilà, le laboratoire est équipé avec du matériel de qualité, avec le respect du produit, et puis qu'il y a l'amour du produit et l'envie de le faire. Pour moi, la qualité, elle est là. Que vous en sortiez, vous sortiez 100 baguettes ou vous en sortiez 1000, 1500, en fin de compte, la quantité, elle ne changera rien à partir du moment où les process sont respectés, où les produits sont respectés. Euh, je parle de ce semi-industriel en région lyonnaise qui a 2 sites, mais on peut aussi parler de la grande distribution. Il faut, par moment, c'est vrai que la grande distribution, ça peut paraître par moment un mot un peu vulgaire, mais moi, je trouve qu'il y a une véritable aussi dimension de la grande distribution un virage qui est en train de se prendre, où ils ont déjà pris d'ailleurs, mais ils font du pain de qualité. Il y en a qui font du pain pas de qualité, ça c'est sûr. Mais il y a des grandes surfaces qui font du pain vraiment, vraiment de qualité, qui ont l'amour du produit. Donc je ne pense pas que la qualité gustative du produit soit liée ni à la quantité de produits que vous sortez par jour, ni à la dimension de votre laboratoire. Elle est liée avant tout aux équipes, à l'impulsivité, j'allais dire, à l'impulsion, voilà, pardon, à l'impulsion qui est donnée par l'entrepreneur, par le boulanger, par le responsable de rayon, par qui vous voulez dans cette partie, par le responsable du laboratoire. Je pense que c'est plus ça. Hein, Et la c'est matière pareil. première. Et la matière première, bien Faut évidemment, pas et la l'oublier, matière quand même. première, et les produits, et le matériel utilisé. On a un très très gros industriel, donc là, c'est pas un semi-industriel, c'est un gros industriel que nous avons équipé en région parisienne, qui a un volume extrêmement important. Mais ces produits sont d'une qualité sans faille. Il fait des super pains et pourtant il débite. Je crois que c'est vraiment en effet, c'est J'avais lié juste, aux matières premières. Pardon. j'avais juste une petite question là, ce que tu disais, la qualité est équivalente. J'ai encore quand même entendu quelques échos. Quand tu pars d'un labo central, tu fais du pain de mie, tu le livres à d'autres endroits, ça va. Mais en France, on est quand même sur du pain croustillant. Et quand tu transportes du pain croustillant, t'as pas forcément toujours la même qualité si tu l'as fait transporter 2 heures, stocké, tu ouvres le fourgon, reprise d'humidité, etc. Tu as pas mal de choses. Donc, tu n'as pas toujours le même rendu, je pense, sur des schémas d'un labo central qui fait du pain cuit fini. Parce que tu peux avoir du pré-cuit, entre guillemets, frais, comme font pas mal de gens dans le bio. Sur des grosses pièces, c'est un petit peu différent. Mais sur des baguettes ou sur des produits comme ça, je sais pas ce que tu en penses de ce côté-là, sur l'aspect final
ce que disait Laurent sur l'attente du consommateur. Je peux me permettre d'apporter un élément. C'est débat. D'abord, je pense qu'il faut bien segmenter ce que c'est un semi-industriel et ce que c'est un industriel. Je pense qu'un semi-industriel, c'est un gros boulanger qui produit du pain en masse, mais en respectant le produit, en ayant une vision humaine sur le produit. Ça fait penser aux bons chasseurs et aux mauvais chasseurs. Ouais, Mais c'est un débat que tu lances, ça vaudra un podcast. Rien que pour ça, je pense. Elle est où la galette et surtout qui puisse apporter un produit à la fin qui est respectueux du boulanger. Or, un industriel, pour moi, c'est quelqu'un qui ne touche pas le produit, qui a des process standardisés et qui avance du début à la fin, du 1er janvier au 31 décembre sur les mêmes process. Et je pense que la notion, elle est différente parce que produire du pain avec un savoir-faire de boulanger en grande quantité, c'est possible. Produire du pain en grande quantité, c'est un autre métier. Et pour... Ouais, Vas-y. Pardon, excuse-moi. Ouais, je disais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que cette notion, elle est importante. Nous aujourd'hui, c'est vrai que les gros industriels sont les loin de valeur, d'ailleurs, mais c'est pas la cible sur laquelle nous on se positionne. On est positionné sur du semi-industriel. Ça n'empêche quand même que le dernier kilomètre, comme on dit, c'est vrai, l'aspect logistique, c'est vrai, peut avoir un impact non négligeable sur le produit. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va répondre à une problématique, notamment pourquoi pas de ressources humaines, ça peut pouvoir en créer d'autres, mais là c'est pareil, je pense que c'est une question d'organisation, c'est une question de volonté de pouvoir mettre en œuvre à un moment donné tous les moyens nécessaires pour préserver les produits et la qualité gustative. En tout état de cause sur j'allais dire les équipements entre guillemets récents qu'on a pu faire et les dossiers récents qu'on a pu faire, donc notamment sur ce semi-boulanger en lyonnaise et ce semi-boulanger dont je parlais tout à l'heure en France, à Paris, pardon, honnêtement, la qualité du produit, pour moi, elle est là. En tous les cas, moi, personnellement, je ne vois pas la différence. Il y a quand même un élément pour revenir sur les industriels qui est extrêmement bénéfique pour tout le monde, jusqu'à l'artisan boulanger et bien évidemment jusqu'au consommateur. C'est qu'ils ont des cahiers des charges qui sont tellement exigeants sur la qualité de la matière première qu'en fait, ce qu'ils imposent par ce cahier des charges en termes de qualité, c'est toute une filière en fait qui en profite. Donc, quand vous parlez de qualité là, depuis tout à l'heure sur les produits, je ne sais pas comment... La qualité de quoi? C'est la qualité du goût, la qualité de la forme de la matière. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais toujours est-il que... c'est pas suffisamment clair pour moi dans votre débat. La matière première, elle a la haute qualité qu'elle peut avoir, si on prend dans les baguettes, la haute qualité qu'on peut avoir dans des farines, est souvent dirigée grâce à ces industriels qui ont imposé des cahiers des charges très forts et dont toute la filière derrière profite pleinement. C'est évident. Laurent, tu as peut-être un coup de gueule ou un coup de génie à nous partager sur le thème? Alors, peut-être un coup de gueule. Est-ce qu'un multifond peut avoir une marque? Parce qu'un multifond, il va saisir des opportunités d'emplacement là où il va les trouver. Un coup, il sera dans un milieu d'affaires. Un coup, il sera dans un milieu résidentiel. Un coup, il aura un boulanger qui fait un super bon pain de mie et l'autre qui fait une super tradie. Est-ce qu'un label, une marque, une enseigne sur un multifond, est-ce que ça a un sens? Ou vaut mieux s'appeler la boulangerie du Faubourg à droite et la boulangerie du village à gauche? Je sais pas, je vais faire une réponse de Normand. Moi, je pense que les deux sont valables, c'est-à-dire qu'il y aura certainement des multifonds qui auront un positionnement plutôt opportuniste. Pareil, pas de jugement de valeur dans ce que je dis, et c'est une stratégie comme une autre. Et il va se positionner sur soit des endroits, soit qu'il décidera comme étant stratégique. Mais il peut y avoir aussi des multifonds qui vont avoir
une véritable stratégie de volonté de déployer sur un autre endroit leur façon de faire le pain. Je reprends cet exemple parce il est vraiment criant, cet exemple de boulangerie bio qui s'est ouvert pas très loin d'où j'habite, où en fin de compte, il a un créneau sur le pain bio avec une marque, comme tu dis. Il a redupliqué exactement le même modèle à une quinzaine de kilomètres de l'implantation de son premier magasin, avec le même concept, avec le même nom. Il est en train de créer son multifonds et il est en train de créer sa marque. Et son positionnement, il est plutôt sur un positionnement type cœur de village, cœur de ville. Donc j'ai tendance à dire c'est ni l'un ni l'autre, c'est ou et c'est et les deux sont possibles. Les deux pour moi sont possibles. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, Thierry, mais Ouais, je pense aussi que c'est un choix au départ. Je pense que on peut faire les deux voies sont possibles, les deux routes sont possibles. Simplement, il faut le réfléchir dès le début du projet et il faut, ouais. dès le début du projet, soit conceptualiser, soit pas du tout, au contraire, conceptualiser la boulangerie. Conceptualiser, à mon sens, ça peut passer par un labo central mixte où qu'il y a certaines productions qui sont faites en centrale et d'autres productions en boutique. Et puis, pas conceptualiser, pour moi, ça passe essentiellement par trouver une identité par boutique. C'est souvent plus de travail et c'est souvent plus compliqué à gérer quand même. Un coup de gueule, Emmanuel? Un coup de gueule, non, peut-être un point peut-être d'ouverture, parce qu'on regarde depuis pas mal d'années ce qui se passe en Allemagne, qui est beaucoup de boulangers français regardent là-bas, où il y avait énormément d'artisans, et on a vu un fort essor des chaînes là-bas. Un dessin qu'on est en train de retrouver depuis la sortie du Covid, quand même pas mal en France aussi. En tout cas, il y a des balbutiements plus qu'actifs, avec beaucoup d'investissements dans ce domaine-là, de fonds d'investissement, et d'inquiétudes justifiées des artisans par rapport à ce développement des chaînes. Les Allemands ont déjà passé un cap sur ce sujet-là. On parlait des modèles de labo central. Comment ça se passe en Allemagne? Comment est-ce qu'ils travaillent avec leur labo central pour aller monter leur magasin? Qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? allez, tu me réponds. J'ai pas compris. Oui, En- non, en- je disais. En Allemagne, en Pardon. fait, tu as un labo central. Ils expédient quoi? Du cru surgelé, du pré-cuit. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Parce qu'ils ont pas mal de pains qui sont pas très éloignés des nôtres sur certains points. Comment est-ce qu'ils fonctionnent dans leurs multisites, ou multisites, multifonds, chaînes, selon les régions? Bon, je peux en parler parce que c'est un sujet que je connais Oui. bien. En Allemagne, ils ont tout le temps des labos centraux systématiquement avec ce qu'ils appellent des shops en périphérie de ville ou dans les villes. Et tout est cuit sur place sur le labo central et tout est redistribué en produits cuits. On peut mettre en parallèle aussi d'autres organisations, notamment espagnoles, où c'est livré par des blocs de pâtes. Il y a des pétrissages qui est un peu la naissance de la pâte, qui est un élément important dans la panification qui est fait en labo central. Puis après, des blocs de pâtes qui sont distribués en boutique pour les cuissons. Et moi, je crois beaucoup à un modèle français qui serait entre les deux. Et tu as la perte, j'imagine, qui va intervenir entre les deux. Mm. Parce que si je livre des pains à cuit, bah, sauf à les solder en fin de journée ou faire un package à un prix d'amis à la fin de la journée, C'est je vais souvent, les jeter. c'est souvent la fin du labo central en Allemagne, en effet. C'est parce que en Allemagne, ils consomment peu de pain croustillant, mais plus des pains moulés. Et donc, du coup, les pains, ils ont une consommation du pain sur 3, 4, 5 jours qui est plus simple pour le suivi des quantités de production. Et c'est pour ça que je pense à des organisations mixtes qui sont intéressantes pour tous nos pains croustillants, notamment baguettes, qui doivent être cuites sur place et façonnées sur place. Or, pour tout ce qui est spéciaux, je pense que pour offrir une largeur de gamme conséquente, on a tout intérêt à passer en labo central. Sans aller jusqu'à importer des pains allemands, quand même.
Non, quand même pas. Non, mais c'est vrai que sur ces pains spéciaux, comme on le disait, la conservation, elle est quand même un peu plus facile que sur les autres types de pain. Donc, c'est vrai que l'impact dont tu parlais, je crois que c'est toi, Emmanuel, tout à l'heure, sur l'impact logistique est moindre. C'est vrai, c'est clair. Et ça a moins d'impact sur ce type de pain que sur une baguette. Donc ça s'y prête plus. Et je rejoins totalement Thierry sur le fait que il y a un modèle mixte à la française qui peut tout à fait émerger sur prendre les côtés positifs de chaque modèle. Tout à fait. Lionel, coup de gueule, coup de génie? Ah non, non, non. Alors moi, j'ai pas de coup de gueule. Là, j'ai un super coup de génie qui touche vraiment parfaitement le sujet dont on parle depuis tout à l'heure et qui est arrivé pas plus tard qu'avant-hier sur mes réseaux. Je sais pas si vous connaissez les boulangeries Casapin. Les boulangeries Casapin, bah, c'est du multisite. Et puis, bah, ils ont, comme les autres, j'imagine, des problèmes de recrutement et ils ont annoncé passer à la semaine de 4 jours. Alors, pour certains, c'est un peu l'Eldorado. Pour d'autres, c'est un peu une lubie lancée par Laurent de la Clergerie, qui est le patron de LDC. Bah, les Lyonnais, vous connaissez, je suis bon même Lyonnais. Bon, en tout cas, la semaine de 4 jours, alors je ne sais pas si c'est... Je suis incapable de dire aujourd'hui si c'est une bonne chose, pas une bonne chose, et on va s'empresser. D'ailleurs, je me suis empressé de contacter le DRH de l'entreprise et on va bien sûr tous ensemble l'inviter et échanger avec lui. Mais je pense que c'est quand même malgré tout un pied dans la porte qui est enfoncé dans un univers où alors on était loin de se dire qu'un jour il y en a un vraiment, quoique Emmanuel me disait qu'il y en avait un autre qui avait tenté sur Lyon, je crois, que ça puisse devenir en tout cas quelque chose de duplicable et j'ai vraiment hâte de rencontrer cette personne-là et qu'elle m'explique un petit peu plus ce fonctionnement-là. D'autant plus qu'il y a des boulangers qui font la 35 heures en 2 jours. C'est Donc, ça. Une semaine de 2 jours, voilà, c'est le nouveau le mot de la fin. En Innob, la semaine de 2 jours. Ah, c'était même plus le coup de gueule, là. Je sais plus ce que c'est le coup de bonbon. À savoir que chez AFC, la semaine de 4 jours, ça existe déjà parce que je crois savoir que toi, Charles, l'usine est à 4 jours. Ouais, sur l'atelier, on fonctionne en effet, on fonctionne à 4 jours sur l'atelier et puis sur les parties administratives, pas complètement. Et puis il y a certaines fonctions, bah, on a la même contrainte de la satisfaction client où il faut être présent et en effet, sur la partie relation client, on est présent 5 jours, mais tout à fait. Et on a exactement la même organisation chez Méran avec 4 jours sur l'atelier et sur d'autres fonctions et 5 jours sur les fonctions commerciales. Bravo les gars. Bravo. Moi je dis vivement la semaine de 7 dimanches. Faut la payer. Ah, c'est ça. En plus, elle est payée double. Ouais, c'est ça. Bon. Elle est payée double. Ok. Tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Charles, pour le temps pris et toute cette longue explication. Ça nous ouvre les yeux. Moi, je fais partie des intimes convaincus que le multisite est l'avenir et va permettre à un grand nombre de nos artisans boulangers de voir la vie un petit peu différemment, avec des contraintes certes, mais quand même, je pense, dans l'ensemble, un lot d'amélioration certain. Merci Charles pour toutes ces belles explications, pour avoir partagé tout ça. Moi, j'ai la conviction aussi, bien sûr, que le multisite, c'est quelque chose de positif dans le métier. Et le multisite, et à travers toute l'ergonomie que celui-ci peut apporter, à travers l'organisation, c'est aussi une magnifique opportunité pour féminiser le métier et pour rendre plus accessible le métier aux femmes et notamment sur les métiers de production. Merci Charles et à bientôt. Merci à tous. Merci à vous en tous les cas. Merci de votre invitation. Et puis, comme on en apprend tous les jours, j'en ai encore appris aujourd'hui. Donc, merci pour tout en tous les cas. Merci Charles. Merci, au revoir. Merci à vous, à bientôt.